Plus sérieusement, on m'a demandé dans un premier temps de parler du concept armée-nation, tel qu'il se représente en Russie, et ça tombe bien parce que l'introduction qui vient d'être faite par M. Stoiker me permet de rebondir directement dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une des raisons pour laquelle ce titre de mon futur livre vous a fait rire, pourquoi la Russie a gagné, une des raisons, c'est parce que précisément, nous ne sommes plus au XIXe siècle, lorsque Napoléon III pouvait envoyer des dizaines de milliers de soldats français, dont 80 000 sont morts pour faire la guerre de Crimée, donc entre 1853 et 1856. À l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, et aucun pays européen n'enverra ses soldats, pour le peu qu'il en reste, ou une partie de sa population mourir pour l'Ukraine. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'OTAN ne peut fournir à l'Ukraine les deux choses dont elle a le plus besoin, c'est-à-dire des munitions et des soldats. Et du côté russe, on est dans une situation complètement différente, et donc je vais commencer par parler un peu de ce que c'est que l'armée russe. Donc déjà du point de vue, on va dire, psychologique, l'armée russe est un des piliers de la nation russe. Tous les Russes, en fait, quasiment sont patriotes, à part une petite minorité qu'on appellerait en France les bobos et qu'on appelle en Russie la kreativne classe, la classe créative. Je pense que l'expression suffit à elle-même. Et en dehors de ça, eh bien, il y a une véritable célébration des ancêtres, et évidemment, principalement, ceux de la Grande Guerre patriotique. Et ça aussi, ça a été quelque chose qui ne date pas de la chute de l'Union soviétique. C'est quelque chose qui existait avant, puisque lorsque l'URSS s'est trouvée face à la menace de l'Allemagne nazie, eh bien, elle a su retrouver les racines profondes de cet esprit de défense, comme on dit aujourd'hui, russe, et puisque par exemple la Grande Guerre patriotique, en fait, c'est une réplique de la guerre patriotique qui a eu lieu contre Napoléon, de la même manière que bien, les épaulettes des officiers sont revenues, de la même manière que la grande offensive de l'été 44 s'est appelée Bagration. Donc les références faites à la Russie d'avant la révolution bolchevique, eh bien, sont revenues, et en fait c'est un peu le rêve barésien de Maurice Barrès, c'est-à-dire de fusionner finalement une histoire dont, même si la période bolchevique a été terrible, eh bien, il y a toujours des choses dont on peut être fier, que ce soit le système éducatif qui a été mis en place, qui a fait d'un peuple d'ignorants un peuple de savants, il faut quand même le dire, sur le bilan positif du communisme, il y en a eu, et notamment cet effort inouï qui a profondément marqué, qui marque encore profondément la population russe, c'est-à-dire la Grande Guerre patriotique qui a, je le rappelle, coûté à la Russie 27 millions de morts, dont 10 millions de soldats. Donc beaucoup en fait sont morts en raison des combats, sont morts en fabriquant les armes dans des conditions épouvantables lorsque les usines d'armement ont été déplacées de l'ouest de la Russie, notamment de l'Ukraine actuelle, vers l'Oural et même plus loin. Donc en fait c'est un sacrifice énorme qui est accompli par la Russie, dont ils sont très fiers, dont on aurait bien aimé les priver, mais ça n'est pas arrivé. Et donc aujourd'hui, si on parle de l'armée-nation, le sacrifice incroyable de la Grande Guerre patriotique, et surtout la victoire, parce que finalement en fait 27... On disait souvent, mais notamment sur l'opération spéciale, mais ça va coûter des dizaines de milliers de vies de jeunes Russes, etc., etc. Mais si vous regardez finalement le bilan de la Deuxième Guerre mondiale pour la France et pour la Russie, la France a eu très peu de pertes, je crois 300 000 à peu près, 300 000 à peu près, mais l'humiliation était telle en 1940 qu'en fait on s'en est toujours parmi. La réalité c'est qu'on s'est toujours parmi de la défaite de 1940 quand vous regardez le mépris qu'on a de soi-même. En plus, après, ça a été utilisé par des forces déconstructrices et destructrices de notre nation. Alors que la Russie, oui, elle a perdu 27 millions d'hommes. Pour donner un ordre d'idée, elle avait perdu, je crois, 1 800 000 hommes pendant la Première Guerre mondiale. Mais finalement, aujourd'hui, elle vit par le sacrifice de ses soldats. Donc, il faut bien se rendre compte que cette présence de la victoire, de la Grande Guerre patriotique est essentielle, de le comprendre est essentiel pour comprendre ce qui se passe actuellement dans la société russe. Et on parlait c'est presque religieux, c'est-à-dire que finalement les soldats russes qui se battent aujourd'hui renouvellent le sacrifice de ceux d'il y a 70 ans.
Plus que ça maintenant d'ailleurs. 80, oui, 80. Donc en fait c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre cet esprit Armée-Nation. Voilà, donc si vous voulez, si vous assistez à la fête du 9 mai, qui est quasiment une fête nationale, les enfants, les parents, tout le monde va voir les véhicules blindés. Alors l'accès à la place rouge est limité aux invités parce que c'est pas si grand que ça, mais en revanche après vous voyez tout le long de Prospect Mira, vous voyez les défilés, pas Prospect Mira, de Novi Arbat, pardon. Vous voyez défiler les blindés et les Russes en sont très fiers, c'est un moment très très fort et qui solidifie la société russe, qui la consolide. Et je constate également, puisque moi mes enfants sont dans le système russe, j'ai 5 enfants qui sont tous à l'école russe, effectivement la rentrée des classes est un moment très, très Troisième République en fait je dirais, et il y a une garde au drapeau désormais, il y a l'hymne national et tous les enfants, même ceux quelquefois où il y arrivait avec, même s'il y a un uniforme dans les écoles russes, il y en a quelques-uns avec des boucles d'oreilles, bon, moi je leur enlèverais volontiers, mais finalement tout ça, tout le monde respecte énormément cet effort, et ça c'est peut-être quelque chose qui a été sous-estimé quand on imaginait qu'en mettant quelques sanctions contre la Russie, ça provoquerait un soulèvement digne de 1917 et que Vladimir Poutine serait chassé du pouvoir. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien garder dans l'esprit, et d'autant plus qu'encore une fois, ce à quoi on assiste, c'est au renouvellement du sacrifice de la Grande Guerre patriotique, encore une fois. Alors, à quoi ressemblait maintenant de manière plus pratique cette armée qui est rentrée en Ukraine, ou qui n'est pas rentrée en Ukraine? On estimait que l'armée russe, donc au 24 février 2022, c'était entre 800 000 et 1 million d'hommes. On n'a pas de chiffres très précis, et il y avait à peu près, encore une fois, c'est des estimations, 200 000 soldats professionnels. Et Vladimir Poutine a décidé que l'opération spéciale n'engagerait uniquement que des professionnels. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de conscrits. Il y a quelques conscrits qui ont été envoyés parce que des commandants locaux qui avaient des pénuries d'effectifs en ont envoyé quelques-uns. Il y en a même, je crois, quelques-uns qui ont été faits prisonniers, qui ont été récupérés par la suite. Mais ce sont des troupes professionnelles, donc qui sont rentrées en Ukraine et qui étaient peu nombreuses, puisque selon les chiffres qui étaient donnés par l'OTAN, c'était 160 000 hommes, et qui ont affronté, on va dire en gros, une armée plus la garde nationale 3 fois plus nombreuse. C'est pour ça qu'il faut bien le garder à l'esprit. Donc de valeur inégale, l'OTAN officiellement avait formé 78 000 hommes, et on peut estimer que l'armée ukrainienne, il y avait à peu près 150 000, 200 000 hommes qui étaient capables de se battre, et le reste c'était des unités un peu moins qualitatives, sachant que l'Ukraine avait bien sûr le service national. Donc un potentiel de montée en puissance plus rapide. Malgré cette infériorité numérique qui est quasiment unique dans l'histoire, c'est-à-dire que vous tentez d'envahir un pays à 1 contre 3, eh bien la Russie a réussi à s'emparer de plus de 100 000 km² du territoire ukrainien, et jusqu'à aujourd'hui s'y maintient. Donc, par exemple, quand on dit que l'offensive russe est un échec, c'est totalement faux. La mer d'Azov désormais est une mer intérieure russe, elle le restera pour toujours, finalement le résultat déjà au bout d'un an on le voyait très précisément. Cette armée, évidemment, à partir du moment où, contrairement à la volonté de Zelensky, au bout de 24 heures, qui voulait négocier, qui voulait se rendre, ça aussi c'est unique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, eh bien, Zelensky demandait les premières réunions, 4 jours, les premières réunions avaient lieu à Minsk, ensuite en Turquie, par l'intermédiaire notamment du Premier ministre israélien de l'époque, Bennett. Donc cette volonté de l'Ukraine de négocier, puisqu'elle était consciente qu'elle n'avait rien à gagner à continuer la guerre, à cette volonté s'est opposée la volonté de Washington et de Londres de continuer la guerre sous l'idée, pour moi saugrenue, qu'il suffisait que l'Ukraine tienne 3 à 6 mois et qu'avec les sanctions, comme disait Victoria Nuland, qu'on n'avait jamais vues, la Russie allait s'effondrer économiquement et qu'on allait assister à un nouveau 1917, que Navalny serait président et que la Russie serait dépecée en morceaux et distribuée à qui en voudrait. Donc, le problème, c'est que, comme je l'ai dit, déjà la société russe est solide et que surtout l'économie russe est bien plus solide qu'on ne l'imaginait. On pourra en reparler tout à l'heure si cette question, les questions économiques qui, à mon avis, sont fondamentales pour comprendre ce conflit, vous intéressent. Donc, malgré tout, eh bien, Johnson et Biden ont convaincu Zelensky
de résister, et à partir de ce moment-là, on est rentré dans une guerre qui changeait profondément de nature, c'est-à-dire que la Russie à l'origine avait des objectifs assez limités, 30 000 km² du Donbass qui manquaient à la République populaire de Donetsk et de Lugansk. La dénazification, alors comme tout le monde se traite de nazi en France, moi je préfère utiliser la débandérisation, qui veut dire en fait il fallait arrêter de persécuter les populations russes, la langue russe, et puis de célébrer les collaborateurs nazis. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu un grand massacre au moment de l'entrée de l'Allemagne en URSS, c'était le massacre de Babi Yar en fait. Et aujourd'hui, l'avenue qui amène à Babi Yar s'appelle l'avenue Stepan Bandera. Donc si vous voulez, c'est quelque chose que la Russie n'acceptera jamais. Et donc c'était ça que voulait la Russie. C'était finalement assez modeste, et en principe c'est quelque chose que les Occidentaux auraient dû comprendre. Il y avait ça, et il y avait la démilitarisation, c'est-à-dire que l'Ukraine avait hérité de l'Union soviétique 35 à 40% du complexe militaire-industriel, et la Russie voulait mettre fin à ce potentiel. Et ça, elle l'a accompli en détruisant toutes les infrastructures militaires. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques ateliers de réparation. Alors, ils sont très fiers de leur fabrique de drones. En fait, ils assemblent des morceaux qu'ils ont achetés aux quatre coins de la planète. Donc, ça, cet objectif-là est atteint. Mais, donc, il est évident qu'à partir du moment où l'OTAN a poussé l'Ukraine à résister, à commencer à lui fournir des armes, la Russie a dû s'investir davantage qu'elle ne l'imaginait, ou peut-être l'imaginait-elle, avait-elle prévu, avait planifié qu'il est possible que les Occidentaux soient suffisamment irrationnels pour pouvoir continuer cette guerre contre la Russie. Et donc on a assisté, et là on revient à notre idée d'armée-nation, à la mobilisation. Donc après la contre-offensive de Kherson, la contre-offensive dans la région de Kharkov, et l'abandon de la ville de Kherson par l'armée russe, il y a eu une mobilisation qui a été lancée où 300 000 hommes ont été mobilisés. Mais ce ne sont pas des conscrits, ce sont des gens qui avaient déjà servi, qui ont des spécialités, et on a recruté également beaucoup des chauffeurs, des mécaniciens, etc., etc. Et donc ces gens-là ont été mobilisés sans difficulté. Alors après, il y a des problèmes techniques, c'est-à-dire que la Russie n'avait pas mobilisé depuis 1941, donc forcément il a fallu pallier les différents problèmes qui sont apparus, mais la Russie a réussi à, encore une fois, mobiliser correctement et à déployer donc, une armée qui aujourd'hui tient un front donc l'essentiel du front, ça part du Dniepr et ça monte vers le nord, donc hors dehors du Dniepr, c'est 800 km de front. C'est là que se passe l'essentiel des combats, parce que ni l'armée ukrainienne ni l'armée russe n'ont les moyens de faire une opération de franchissement d'un fleuve aussi large que le Dniepr. Donc, et cette armée finalement a trouvé son rythme, et à côté de ça, vous avez eu également la mise en place la prise de, comment dire ça, la mise en place d'une nouvelle cadence de production des armements russes. Et ça, c'est quelque chose sans doute auquel les Occidentaux ne s'attendaient pas, parce qu'ils connaissaient mal le complexe militaro-industriel russe. C'est-à-dire que la Russie a été capable en quelques mois de passer à une production d'armement de paix, à une production d'armement, on va dire quasiment de guerre de haute intensité, ce dont elle doit être, à part peut-être la Corée du Nord et peut-être la Chine, le seul pays capable de le faire. Et ça aussi, visiblement, c'était quelque chose qui était assez inattendu. Ce qui fait que, eh bien, on a assisté à une évolution du conflit et des buts de guerre russes. À l'origine, encore une fois, la Russie voulait récupérer 30 000 km² du Donbass qui n'était pas encore contrôlé. C'était évidemment pour Kiev tout de même assez pénible, puisque ça comprenait le port de Mariupol, qui est le deuxième port d'Ukraine et le premier port industriel. C'était 20% du PIB ukrainien, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça, évidemment, c'était quelque chose qui était difficile à accepter, mais qui de toute manière était logique, puisque, encore une fois, les populations de l'Est de l'Ukraine ne sont pas ukrainiennes, ne sont pas petit-russiennes, elles sont russes, profondément russes, ou alors grecques, ou alors serbes. Parce que, en fait, quand la Grande Catherine a récupéré ces terres du Khanat de Crimée à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, c'était des territoires qui étaient sous-peuplés. Et donc, ont été invités tous les peuples chrétiens de l'Empire ottoman pour venir le peupler. Et d'ailleurs, vous trouvez beaucoup de traces
de l'origine Slaviansk, par exemple, c'est la ville des Serbes, le Polis, donc Melitopol, Mariupol, les références à la Grèce, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez une grosse communauté grecque, notamment à l'époque, dans le Donbass. Donc, en fait, du point de vue de l'Ukraine, qui est un État artificiel créé par les bolcheviks en 1920-1921, c'était quelque chose qui était acceptable et qui aurait permis, encore une fois, de maintenir l'existence de l'Ukraine amputée de ce morceau-là. L'Ukraine aurait pu subsister, malgré tout. Ça aurait été un État viable, parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'est plus. Et surtout, ça aurait été le moyen de compenser le fait que les accords de Minsk n'avaient pas été respectés. Puisque ça aussi, c'est un élément fondamental pour comprendre ce qui s'est passé. C'est que, donc, je rappelle, en 2015, l'armée ukrainienne subit un revers militaire extrêmement grave, puisque donc ça s'appelle la bataille de Debaltsevo. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, toutes les forces qui avaient été préparées pour précisément couper le Donbass de la frontière russe, eh bien, en fait, ont été encerclés, ont été éliminés. Ce qui contraint le gouvernement de Petro Poroshenko à négocier, on aboutit aux accords de Minsk, qui sont signés entre eux, ça c'est important de le comprendre, le président Poroshenko et les chefs des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Ces accords sont garantis par l'OSCE, donc le représentant de l'OSCE signe, et par la Russie, dont l'ambassadeur à Minsk signe, et également par la France et l'Allemagne, mais qui ne sont pas signataires. Et depuis, on sait, puisqu'ils l'ont reconnu, le président Poroshenko, le président François Hollande, la chancelière Angela Merkel, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'appliquer ces accords. Ces accords auraient pu également sauver l'Ukraine avec le Donbass, à condition qu'ils donnent ce qui était prévu dans les accords, c'est-à-dire une autonomie des régions du Donbass, avec le droit de parler la langue qu'ils voulaient, c'est-à-dire celle de leurs ancêtres, de leurs grands-parents, et donc une autonomie substantielle. Et ça, tout cela a été refusé d'appliquer, alors qu'il y avait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça, j'insiste, c'est extrêmement important, parce que ça rend légale l'intervention russe. La décision du Conseil de sécurité de l'ONU implique que ceux qui ont voté pour cette résolution s'engagent à la faire respecter. Or, qui a voté pour cette résolution? La France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis. Donc en principe, le problème de l'intervention du mois de février 2022 n'est pas que la Russie soit intervenue, c'est que la France, les États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre ne soient pas intervenus avec la Russie pour forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette situation actuelle. Mais revenons maintenant sur la répartition géographique. Donc la Russie a changé ses objectifs, puisque forcément, elle va être obligée de s'investir davantage dans cette opération spéciale, opération militaire spéciale, comme Vladimir Poutine l'a appelé, et donc ça va lui coûter plus cher. Donc l'investissement va nécessiter un retour sur investissement plus important. Et c'est pour ça qu'à partir du mois de septembre-octobre 2022, a lieu un référendum dans 4 régions ex-ukrainiennes, donc c'est-à-dire le Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kherson. Et ces 4 régions, dont les frontières administratives font désormais partie constitutionnellement de la Fédération de Russie. C'est-à-dire qu'une partie, donc la région de Lugansk a été quasiment totalement libérée, il reste à peu près 30-40% de la région de Donetsk, 30% de Zaporozhye, donc la ville elle-même de Zaporozhye est sous contrôle ukrainien encore, et pareil, 30% de la région de Kherson, et la ville de Kherson est désormais sous contrôle ukrainien. Ce que je pense par rapport à cet objectif, c'est que la Russie ne s'arrêtera pas là, c'est-à-dire qu'elle récupérera au moins toutes les régions de la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire que lorsqu'encore une fois la Grande Catherine a récupéré le Khanat de Crimée, elle a donné le nom de Nouvelle-Russie, Novorossiya, donc à toute cette bande qui part du nord-est et qui descend vers le sud-ouest jusqu'à Odessa. Elle appelait ça la Nouvelle-Russie. Et donc c'est le nom qui a été donné notamment après au moment des soulèvements russes, puisque ce sont des Russes qui vivent là, après Maïdan. Et je pense que les Russes, une fois qu'ils auront défait l'armée otano-kievienne, intégreront d'une manière ou d'une autre toutes ces régions à la Fédération de Russie. Voilà, c'est mon... Je ne suis pas le seul à le penser. En fait. D'ailleurs, vous écoutez un peu à mi-mot ce que dit Sergueï Lavrov, aujourd'hui c'est le but. Et il restera de l'Ukraine une Ukraine centrale, donc qui correspond plus ou moins à la petite Russie, à la Malorussie, et après
qu'est-ce qui va arriver aux Carpates, à l'ouest, si les Polonais veulent récupérer la Galicie et la Volhynie. Je leur souhaite par avance bien du plaisir. C'est sûr que les Hongrois voudront récupérer toutes ces régions-là qui ont été annexées par Staline, en fait, la République socialiste soviétique d'Ukraine, en 1945. Eh bien, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc aujourd'hui, on a du point de vue purement militaire, on a une situation où on nous avait annoncé, où en fait la Russie a détruit 3 armées. La première armée ukrainienne a été détruite au mois de juin, après la prise de Severodonetsk et Lysychansk. Fin juin, début juillet. À partir de là, l'OTAN a construit une nouvelle armée qui a eu quelques succès, comme j'ai dit, à Kharkov. À Kherson, elle n'a pas pris Kherson d'assaut, mais la pression qui a été mise a obligé les Russes à passer de l'autre côté du Dniepr. Et cette armée-là, donc cette deuxième armée ukrainienne otano-kievienne est en train d'être finir d'être détruite, puisque c'est celle qui devait préparer la grande offensive miracle qui devait amener l'armée otano-kievienne jusqu'au bord de la mer d'Azov. Et bien sûr, c'est un échec total qui était assez prévisible finalement, puisque l'OTAN n'a pas été capable de résoudre les problèmes fondamentaux de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire pas d'aviation, pas de DCA, de défense antiaérienne sérieuse, et un sérieux problème de munitions, puisqu'on est en gros, pour un obus tiré ukrainien, il y en a 8 à 10 obus tirés russes. Donc aujourd'hui, voilà un peu à peu près la situation telle qu'elle est sur le front. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui je dirais non seulement de la situation militaire, mais de la situation économique. Si après on a le temps, on pourra revenir sur la question économique, parce qu'à mon avis, dans ce conflit, elle est aussi importante que la question militaire. Aujourd'hui, l'armée russe est montée vraiment en puissance. Donc comme je l'ai dit, elle a mobilisé 300 000 hommes. Si vous additionnez aux 160 000 hommes qui ont fondé la première partie de cette armée, on est à quelque chose comme 500 000 et sans doute plus vraisemblablement vers 600 000 hommes. À côté de ça, le président Poutine a confirmé que depuis le mois de janvier, il y a 325 000 hommes qui ont été volontaires. Donc la Russie n'a pas eu besoin de mobiliser, contrairement à l'Ukraine qui doit mobiliser, y compris par la force, courir après les gens dans la rue, les envoyer de force sur le front, y compris les invalides, les personnes âgées, on va dire, ou trop jeunes et pas formées. La Russie, elle, a réussi pas à mobiliser, mais à avoir 325 000 volontaires. Ces volontaires-là, en admettant que le dernier ait été recruté, on va dire, au mois de septembre, ils seront prêts, formés, puisque les Russes les forment pendant 6 mois, au mois de janvier prochain. Donc c'est-à-dire que vous aurez une armée russe qui aura un effectif qui va, uniquement sur l'Ukraine, qui va approcher les 900 000 hommes. 900 000, 1 million d'hommes. Donc autant vous dire que ce genre, l'équivalent en Europe n'existe pas. Et surtout une armée moderne, avec une expérience au combat unique au monde, parce que contrairement à ce qu'on a dit, les pertes russes sont relativement limitées. Je vous renvoie ça aux chiffres donnés par la BBC en russe, qui a fait l'inventaire de tous les cimetières, les déclarations mortuaires, etc., etc. Et il donnait même donc 30 000 morts le mois dernier, russes, depuis le début. Alors comme c'était pas assez, ils ont dit oui, mais il faut faire x2. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais admettons x2. Quoi qu'il arrive, on n'est pas du tout dans les morts aujourd'hui estimés, plus ou moins, c'est-à-dire des centaines de milliers de morts du côté ukrainien. Et surtout, ce qui se passe dans une armée qui a des pertes relativement limitées, c'est qu'il y a un transfert de compétences. C'est-à-dire que vous avez maintenant des soldats russes, au moins 300 000, 400 000 soldats russes qui ont l'expérience du combat et qui le transmettent à tous ceux qui vont arriver. Donc ça, c'est unique. Aujourd'hui, quand je vois, par exemple, envoyer des soldats ukrainiens se former en France, en Allemagne, en Angleterre, ce serait plutôt l'inverse. L'événement qu'il faudrait faire, c'est plutôt nous qui devrions aller nous former chez les Ukrainiens, parce qu'eux ont une expérience du combat qui est d'une guerre de haute intensité comme on n'en a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une armée nombreuse, bien équipée, puisque le complexe militaire-industriel, et ça désormais c'est reconnu dans la presse anglo-saxonne, ça va arriver en France, généralement il leur faut 2 mois pour traduire les articles du New York Times, du Wall Street Journal ou du Washington Post, mais par exemple vous aviez il y a 3 semaines un article
New York Times qui expliquait que la Russie produisait à elle toute seule plus de munitions que tout l'OTAN réuni. Et qui expliquait aussi qu'un obus de 152 mm russe coûte $600, quand un obus de 155 mm otanien coûte 10 fois plus, $6 000. Donc si vous voulez, la Russie, même si elle a développé de hautes technologies, dans laquelle même dans certains domaines elle est largement devant, comme la puissance hypersonique, malgré tout a conservé une capacité, moi je travaille dans l'armement jusqu'en 2014, donc j'ai pu même le constater, de faire une guerre à l'ancienne, c'est-à-dire de produire massivement des systèmes d'armes simples et peu coûteux. Et surtout, parmi les critères des nouveaux armements russes, systématiquement, ça doit être pas cher à produire. Et ça, c'est la grande différence qui a été faite. Je pense que c'est lié au fait que le complexe militaro-industriel russe est à 95% public. Donc en fait, on n'essaie pas de faire des plus-values délirantes. Alors que si vous voyez le complexe militaro-industriel américain qui doit être à 95% privé, si vous voulez, ça n'intéresse pas Lockheed Martin de faire des munitions à faible valeur ajoutée. Ce qu'ils veulent, c'est des semi-conducteurs, de l'électronique, des trucs. Alors c'est génial, seulement vous pouvez en produire très peu, et quand vous le produisez, ça coûte très cher. Donc ça marche quand vous faites la guerre à des pays du tiers-monde qui ne peuvent pas se défendre, parce que ça ne dure pas longtemps. Mais quand vous rentrez dans une guerre de haute intensité, là, c'est bien d'avoir de la haute technologie, mais à un moment, il faut avoir aussi des matériels, encore une fois, qui sont capables, qui puissent être produits massivement et à un coût raisonnable. Et c'est ce qu'a la Russie. C'est ce qu'a la Russie, et c'est, je pense, c'est ce sur quoi elle fonde sa supériorité militaire. Je pense qu'on va voir se développer l'année prochaine, pour les raisons que j'ai dit, c'est-à-dire qu'à partir du mois de janvier, on va avoir en fait à peu près 900 000 hommes formés, auxquels personne ne pourra s'opposer en Europe, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous, on n'en verra pas, notre armée de terre qui doit faire 150 000 hommes, on ne verra pas se battre, tout compris, hein, la logistique, les troupes de mêlée, etc. On ne verra pas se battre là-bas, ni les Allemands, les Allemands ont déjà donné, nous on a déjà donné, personne n'ira. Donc on aura ça, et plus un complexe militaire industriel qui arrive à maturité, et surtout le système de bataille russe qui va être, à mon avis, extrêmement performant, parce que la manière dont la Russie se dote d'armement est différente de celle dont se dotent les troupes otano-kieviennes. Notamment, si vous voulez, la Russie donc, a un système avec de l'artillerie, des chars de bataille, de l'infanterie. Maintenant, il y a les drones aussi qui jouent un rôle important, l'aviation, la lutte anti-aérienne, et tout ça est un système. Et quand il manque un morceau, par exemple, les Russes ont un problème de contre-batterie. Les armes qui ont été fournies, comme les Césars, les Paladins, les Paladines américains, les Panzer 2000 allemands, leur permettent de tirer très rapidement et de changer de position. Et les Russes n'ont pas pour l'instant les moyens de tirer aussi loin et aussi vite. Mais ils devraient avoir ces moyens qui devraient arriver dans les mois qui viennent. Donc, je pense que la Russie passera vraiment à l'offensive quand elle aura la totalité de ses moyens. Et petit à petit, ces moyens arrivent. Si vous regardez ce qui se passe du côté de l'armée otano-kievienne, c'est totalement différent. C'est-à-dire que déjà, vous avez une multitude d'armements différents. Vous avez des chars allemands, des chars américains, des chars anglais, qui sont trop lourds, de toute manière. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si vous comparez les défauts de l'état de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'OTAN est quasiment les mêmes. Par exemple, les Panthers, les Tigres étaient des chars très puissants, avec un canon qui pouvait facilement détourner mais ils étaient trop lourds, compliqués à maintenir, consommaient trop de carburant. Et il fallait retendre les courroies, les chenilles au bout de 40 km. Donc c'était... vous ne pouviez pas remorquer un tigre qui tombait en panne, il fallait un autre tigre pour le remorquer. Et aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'armée otano-kievienne a les mêmes défauts. C'est-à-dire que les chars sont trop lourds et ne sont pas faits, et les infrastructures ukrainiennes ne sont pas faites pour les utiliser. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, réellement, l'armée de l'OTAN était une armée de défense. Donc en fait, on a construit des chars qui étaient faits pour utiliser les infrastructures d'Europe de l'Ouest, et qui était faite pour se défendre, donc détruire un maximum de chars soviétiques en reculant. C'était ça l'idée. Donc effectivement, ça avait du sens d'avoir un char très lourd, très protégé, avec qui puisse utiliser sans problème les infrastructures. Or, ce que l'OTAN a découvert au fur et à mesure qu'il s'installait en Europe de l'Est, c'est que les infrastructures d'Europe de l'Est, les ponts, les routes, n'étaient pas prévues, y compris par exemple en Pologne.
les Américains ont renoncé à des programmes de remplacement du blindé d'infanterie qui s'appelle le Bradley, parce que le successeur était trop lourd. Et donc ne pouvaient pas utiliser l'infrastructure polonaise. Or, depuis 20 ans, vos impôts servent à améliorer les infrastructures polonaises. Donc imaginez si aujourd'hui les chars de l'OTAN sont trop lourds pour les infrastructures polonaises, comment les infrastructures ukrainiennes, qui n'ont quasiment pas été maintenues depuis 30 ans, vont se comporter. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le côté hétéroclite. L'armée allemande, pareil, avait des capacités de production de chars. C'était quasiment de l'artisanat. Chaque compagnie, chaque usine produisait son type de char. Donc, il y avait plein de matériels différents et ça posait de gros problèmes de logistique. Et aujourd'hui, l'Ukraine est dans le même état puisque les pièces du Challenger n'ont rien à voir avec les pièces du Leopard 2, qui n'ont rien à voir avec les pièces de l'Abrams, etc., etc., etc. Donc il y a d'énormes tares qui évidemment ne concernent pas la Russie. Pour vous donner un ordre d'idée, le T-90M, donc le Proriv, qui est le char le plus moderne, pèse 45 tonnes, alors que le Léopard pèse 65 tonnes, le Challenger pèse 74 tonnes et fait 1 mètre de plus de haut. Donc évidemment que c'est beaucoup plus compliqué, donc ça consomme beaucoup plus de carburant, donc ça crée des problèmes logistiques. Et finalement, l'armée de l'OTAN se retrouve exactement dans la même situation que l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. À côté de ça, je l'ai déjà dit, donc la capacité supérieure en munitions depuis le début, qui n'a jamais été compensée par l'OTAN, fait que la perspective d'un alignement de la puissance de l'armée otano-kievienne face à l'armée russe est quasiment impossible. À côté de ça, il y a un énorme problème qui n'a pas été résolu par l'OTAN et qui ne le sera pas de toute manière, c'est la supériorité de l'aviation russe. Il n'y a quasiment plus d'avions ukrainiens qui volent. Et pourquoi ? Parce que les Russes, eux, volent dans leur espace aérien et avec la portée de leurs missiles et de leurs radars, ils peuvent détruire tout ce qui décolle d'Ukraine. Et donc, les pilotes ukrainiens sont des héros, ceux qui volent encore. Donc, ils décollent, ils lancent leurs missiles et ils atterrissent. Ils peuvent le faire aujourd'hui parce qu'ils ont des vieux appareils soviétiques qui peuvent décoller d'une route et atterrir sur une autre route. Et c'est ce qu'ils font. Ils décollent jamais, ils atterrissent jamais de l'endroit d'où ils ont décollé. Et ça, c'est possible parce que l'armée de l'air soviétique était faite pour pouvoir décoller de tous les endroits. Or, là, on parle de la livraison des F-16, mais le F-16 doit avoir une piste de décollage parfaitement lisse, sans aucun caillou qui puisse rentrer dans le réacteur. Donc toutes ces histoires sur l'arme aérienne magique qui va arriver du point de vue pour changer la donne, tout ça c'est complètement bidon. Je ne sais même pas comment les F-16 vont pouvoir décoller clandestinement comme aujourd'hui les MiG-29, les MiG-25 aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, encore une fois, je ne fais pas de réduction ad hitlerum. L'OTAN, c'est pas des nazis, même si ils sont bien contents d'en utiliser de temps en temps en Ukraine. Mais globalement, vous avez des systèmes de pensée dans les systèmes totalitaires aux abois. Et si vous regardez ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler, les nazis, plus ça allait mal, plus ils commençaient à avoir une dissonance cognitive. Et par exemple, Hitler a commencé à parier sur la maladie des chefs adverses. Donc c'était Churchill qui était un alcoolique paralytique. Et donc, comme il était malade, et bien, en fait, ça va régler le problème. Lorsque Roosevelt est mort le 16 avril 1945, il était persuadé que le miracle de la maison de Brandebourg allait se renouveler. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le miracle de la maison de Brandebourg, en fait, c'est à la fin de la guerre de 7 ans, donc en 1763, corrigez-moi si je me trompe, en fait, l'armée russe et l'armée autrichienne qui étaient alliées détruisent l'armée prussienne. Et d'ailleurs, l'armée russe est à Berlin. Et en fait, donc tout le monde s'attend à ce que la Prusse disparaisse, qui aurait changé la face de l'Europe. Mais l'impératrice russe meurt et son fils est prussophile. Et donc finalement, il permet à la Prusse de s'en sortir. Et donc on appelait ça le miracle de la maison de Brandebourg, puisque la monarchie prussienne s'appelait la maison de Brandebourg. Et donc Hitler est persuadé que le 16 avril, ça y est, Roosevelt, à cause de qui tout allait mal, est mort, et donc les Américains vont venir me voir pour qu'on retourne nos armées et qu'on fasse la guerre ensemble contre l'URSS.
Et donc, ça c'est des croyances. Donc, si vous voulez, le narratif sur les 15 cancers de Poutine, son Parkinson, son Alzheimer, sa jambe de bois, ça, vous n'avez pas fini de l'entendre, honnêtement. Et, bon, moi, je l'ai vu à Valdai, à Sochi. Il est quand même capable de tenir 3 heures de conversation, 1h30 de discours, 1h30 de réponse aux questions. Il connaît tous les dossiers par cœur, que ce soit militaire, politique et surtout économique. Donc ça, c'était le premier mythe. C'est que Poutine est malade et il va bientôt mourir et que donc autour de lui on s'entretue pour prendre la suite. Ça c'était le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est les armes magiques. Alors les armes magiques, à l'époque d'Adolf Hitler, c'était les avions supersoniques qui n'étaient pas au point, c'était les V2, c'était les V3, les V4, tout ce que vous voulez, c'était les Tigres qui allaient changer la donne, mais dont on était incapable de produire en masse, qui était très compliqué, comme je l'ai dit, à maintenir, alors que les Russes ont eu en gros 3 chars pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, les Soviétiques, pardon. En gros, le T-34, ils ont changé une fois de canon, le KV Adin, le KV-1, c'était pour un même char, et le Joseph Staline 2. Donc, et tout ça était produit en masse, des dizaines de milliers de chars produits pendant toute la guerre, alors que les Allemands bricolaient de leur côté. Mais il allait y avoir le super char qui allait changer la donne, etc., etc., etc. Donc on croyait à ces armes qui finalement n'ont absolument rien changé. Et cette croyance, donc cette dissonance cognitive, vous la voyez en permanence dans les médias occidentaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils livrent un nouveau truc, ça y est, c'est magique, ça va changer. Les Russes ont perdu la guerre. Là, encore aujourd'hui, ils vont livrer les attaques MS, donc c'est un missile. Le Wall Street Journal a dit qu'ils en avaient livré une vingtaine. Donc ils vont bien leur face. Parce qu'évidemment, les Russes vont rester les mains dans les poches, ils ne vont pas essayer de les intercepter. Et ça, vous le voyez depuis le début. Donc à chaque fois, on fait « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer s'ils livrent ?» On a eu ça, les livraisons de chars. Je vais vous dire, de toutes les livraisons de chars qui ont été faites par l'armée, par l'OTAN, les plus efficaces, c'était celles du début. Pourquoi ? Parce que tous les pays d'Europe de l'Est ont livré les matériels soviétiques. Les vieux T-72, les T-72 modernisés polonais, les PT-91. Tout le monde a livré ces vieux Sukhoi 25, ces MiG-29, tout ce qui restait, ils l'ont livré. Et ça, pour les Ukrainiens, c'était bien. C'était les meilleures livraisons, elles ont lieu au début, parce que les Ukrainiens savaient les maintenir, avaient les pièces de rechange et avaient l'expérience. Là, je ne sais même pas ce que ça va donner avec les F-16, parce qu'il faut livrer c'est bien de former les pilotes, mais après, il faut former les mécaniciens. Qui va former les mécaniciens ? Et qu'en plus, il faut des bonnes pistes d'atterrissage bien lisses, que bien sûr les Russes ne vont pas voir. Comme les Russes sont sympas, ils ne vont pas les bombarder. Donc ils pourront décoller tranquillement, aller bombarder. Voilà. Donc, et c'est systématique. Donc à chaque fois, on nous sort une nouvelle arme. Donc c'est l'arme magique. Et puis le troisième fantasme, toujours pour comparer à la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'armée magique. Il y a les armes magiques, la maladie du chef. Et les armes magiques, donc alors Hitler attendait l'armée Wenck et l'armée Steiner. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Chute. Ça a été trollé, Hitler qui pète un plomb parce qu'on lui apprend que l'armée Steiner ne viendra pas. Elle sera rien des faits, c'était un ordre, mais oui, mais il n'est pas venu. Et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on va faire une levée en masse, il va y avoir de nouveau, l'Ukraine va mobiliser 1 million d'hommes, que ça va être exceptionnel, et que peut-être finalement l'OTAN va rentrer en guerre. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On est de l'ordre de la dissonance cognitive et de la croyance. Et le malheur, c'est que une partie des élites ukrainiennes, à commencer par Zelensky, a cru que ça fonctionnerait. Il a cru ça. Et il a cru surtout ce mensonge incroyable, c'est-à-dire qu'il suffisait en fait de tenir 3 mois, 6 mois, 9 mois, et que la Russie allait s'effondrer, l'économie russe allait s'effondrer. Et est-ce que je continue ou pas ? Oui. Okay. Et le problème, c'est que ça, je pense que il y a une méconnaissance profonde, donc j'ai dit montrer du complexe militaro-industriel russe, une méconnaissance profonde de l'armée russe et une méconnaissance profonde de l'économie russe. C'est notre génie national, notre Mozart de la finance, qui l'illustre le mieux, qui nous a parlé qu'il allait détruire, mettre à genoux l'économie russe. Et il faut bien comprendre que s'il a dit ça, c'est qu'il en était persuadé. Bon, ça vous le verrez dans mon livre, je fais un petit peu tous les passages. J'étudie pourquoi. Parce que en fait, ça aussi c'est un défaut des régimes totalitaires, c'est-à-dire que vos subordonnés ont peur de contredire ce que vous pensez. Par exemple, les militaires français qui conseillaient
le gouvernement français sur l'armée russe n'osait pas dire que l'armée russe était en pleine montée en puissance. Je vais le documenter clairement ça, vous verrez, donc j'ai des exemples très clairs, que en fait, le complexe militaire russe était performant, etc. Non, c'est l'armée russe est corrompue, les chefs sont nuls, etc. Ils ne le pensaient pas du tout. Mais si jamais ils commençaient à dire attention, l'armée russe quand même, c'est du sérieux, vous êtes un agent du Kremlin. Donc la carrière est terminée. Donc ils mentent. Ils ne pensent pas du tout ce qu'ils disent, mais ils disent ce que les chefs veulent entendre. C'est arrivé du point de vue militaire et c'est arrivé du point de vue économique. Et vous le verrez également, les instituts qui conseillaient, donc le ministère des Affaires étrangères français comme l'IFRI, ceux qui conseillaient le ministère des Finances ont soutenu la thèse de la Russie puissance pauvre. La Russie puissance pauvre, c'est un livre pas inintéressant qui a été publié en 1994 par un historien qui s'appelait Sokolov, et dont la thèse était d'expliquer que la Russie avait toujours eu un décalage économique par rapport à l'Occident, et qu'elle compensait cette faiblesse économique par une volonté impériale, militaire, etc. Tout ça au mépris du peuple russe. Tout n'est pas à jeter dans cette thèse, et surtout qu'elle est publiée en 1994, et il y a pas mal de raisons de considérer que c'est vrai. Donc, encore une fois, c'est une thèse, il faut la reprendre. Mais le problème, c'est que il s'est passé en Russie, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert cette année, parce que j'ai participé grâce à Russia Today, pour lequel je suis, en français, pour lequel je suis maintenant, j'ai un programme. Donc j'ai participé au Forum économique de Saint-Pétersbourg, j'ai participé au Forum économique de l'extrême-orient russe, et j'ai participé au Club Valda, et j'ai pu interroger pas mal de personnes, et en fait je me suis rendu compte de quelque chose, c'est-à-dire que en fait il y a dans Poutine un Deng Xiaoping. Alors, Deng Xiaoping, pour ceux qui ne le savent pas, en 1979, la Chine décide de quitter le modèle d'économie socialiste et de s'ouvrir à l'économie de marché. Le Vietnam a fait la même chose en 1986. Et on espère que la France, un jour, en fera autant. Donc, je suis pour un Deng Xiaoping français. Et en fait, pourtant, ce que j'ai décrit dans le premier livre dont vous avez parlé, une partie, c'est-à-dire la nouvelle Grande Russie, en fait, ça commence par des réformes économiques. Alors, en même temps, il faut contrôler les oligarques, mais en fait, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est aussi un peu l'apogée des réformes économiques que Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev ont mis patiemment en place depuis 24 ans, depuis qu'il est Premier ministre. Tout ça, et déjà même ça avait commencé à l'époque de Yevgeny Primakov. D'ailleurs, je vous recommande de lire ses mémoires, c'était traduit en français, à l'ombre du pouvoir, je crois que c'est comme ça. Quelque chose comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le conflit ukrainien arrive à un moment où les réformes de Deng Xiaoping arrivent à maturation, et que je dirais même il lui faut un nouveau, pardon l'anglicisme, booster pour qu'elles accélèrent. Et les sanctions, et ça je l'ai dit depuis le début, les sanctions, Poutine avait besoin des sanctions. Je pense qu'il comptait sur les sanctions, parce qu'il a vu en 2014 et 2015 que les sanctions permettaient à la Russie de faire un saut qualitatif dans le domaine agricole. Tous les domaines qui sont liés au domaine agricole, par exemple la production des machines-outils pour les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, etc., la Russie est devenue un pays... et vous le voyez aujourd'hui, l'accord céréalier avec l'Ukraine n'a pas été re-signé, mais en revanche, avec la Chine, un accord vient d'être signé sur 12 ans pour 18 millions de tonnes de blé. Donc, le constat qui était... Et surtout, ces sanctions... par exemple, les cartes Visa Mastercard ont été interdites en Crimée, mais pas en Russie. Donc les Russes ont fait leur carte MIR, l'équivalent de la carte bleue. Et le système de transfert d'argent, donc c'était le SWIFT, a été interdit en Crimée. Donc les Russes ont fait le système, le SPFS. Et ce qui fait que quand les sanctions sont tombées en mars 2022, si vous êtes uniquement, vous avez uniquement des comptes en Russie, vous ne faites même pas la différence. Ils ont coupé le SWIFT, ils ont coupé les cartes bleues, Visa Mastercard. De toute manière, les banques russes émettaient des Visa Mastercard, mais avaient l'obligation d'intégrer le système MIR dans ces visas. Moi, j'ai encore une Visa de la Sberbank qui fonctionne. Alors, pas ici, mais en Russie, parce que le système de la carte MIR est intégré dans ces visas. Donc, en fait, le constat qu'on fait, sans me vanter, vous pouvez trouver une vidéo sur mon site, février 2015, j'avais dit les sanctions et la dévaluation du rouble qui se sont produites sont peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à l'économie russe depuis 1992. Et en fait, c'est vrai. Et ça, si moi j'ai fait ce constat-là, vous imaginez bien que vous
au Kremlin, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et donc là, de nouveau, ces sanctions et les contre-sanctions qui suivent permettent à la Russie de faire un saut qualitatif. Donc on verra le résultat. Par exemple, le résultat, on l'a vu en 2016-2017. Et c'était dur. Je ne dis pas que les sanctions sont $1, pas du tout. Aujourd'hui, vous achetez très cher une voiture chinoise qui est beaucoup moins fiable que Renault, qui tenait le marché, la majorité du marché russe à l'époque. Bon, maintenant, les Chinois sont arrivés. Je peux dire que Renault n'en reviendra jamais. Et petit à petit, les Chinois vont s'adapter, ils vont produire localement. Donc voilà, la Russie est en phase d'hyper-industrialisation, et ça correspond à ce que disait Vladimir Poutine dans ses discours du 24 février, c'est-à-dire que la souveraineté ne se partage pas. Vous devez être souverain dans tous les domaines, y compris dans le domaine qui sera le plus difficile pour la Russie. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais bon, les Chinois vont donner un petit coup de main, c'est-à-dire celui des semi-conducteurs, de la microélectronique, etc. Donc, cet aspect économique est fondamental. Et la Russie, à mon avis, aujourd'hui est en train de gagner. Et ça aussi, ça traduit donc une méconnaissance de l'économie russe, qui a été alimentée parce qu'encore une fois, ce que voulait entendre le ministère des Affaires étrangères de la part de l'Institut français de relations internationales, c'est la Russie est une puissance pauvre. Si vous expliquez, oui, mais attendez, ils ont industrie plus construction, c'est 32% du PIB, c'est les chiffres de la Banque mondiale. C'est pas, alors que la France, c'est 16, c'est en 2021, maintenant la France, elle doit être en dessous de 10. Donc en fait, ils sont trois fois plus industrialisés que nous. Vous êtes un agent russe, pour dire ça. Mais c'est les chiffres de la Banque mondiale. Vous êtes un agent. Là aussi, c'est nul. Puissance pauvre. Voilà. Bravo. Votre contrat de consultant est renouvelé. Donc il y a cette méconnaissance profonde de l'économie russe. Et je pense qu'aussi, il y a un côté, pour reprendre, j'en parlais avec un de mes amis il n'y a pas très longtemps, il me parlait du côté provincial de l'Union européenne. C'est-à-dire que les élites de l'Union européenne, à commencer par l'élite française, sont persuadés que le monde dans lequel ils vivent est le même que celui d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Et c'est-à-dire que quand ils ont mis des sanctions sur le pétrole russe, par exemple, ils étaient persuadés que la Russie ne pourrait pas vendre son pétrole ailleurs qu'en Occident, puisqu'on est les plus forts, voilà. Alors qu'en fait, il y a des acteurs majeurs qui sont en train de sortir. Si vous regardez la classification des PIB des pays en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire ça donne la valeur industrielle réelle, devant il y a la Chine. Alors les États-Unis sont toujours derrière, on se demande comment, puisque surtout des frais d'avocat, comme dirait Emmanuel Todd. Mais vous avez derrière, vous avez le Brésil qui nous est passé devant, l'Indonésie nous est passé devant. J'ai préparé une émission sur le Vietnam. Je connais le Vietnam en fait en plein décollage industriel. Donc vous avez des tas de pays qui sont prêts à acheter le pétrole russe et à nous le revendre transformé. C'est ce qui s'est passé avec l'Inde. C'est-à-dire que l'Inde achète le brut russe, le transforme en diesel et nous le revend. Donc en fait on achète toujours du carburant russe. Mais c'est à l'Inde. Et quand on va dire à l'Inde, mais attendez, c'est quand même pas sympa d'acheter le pétrole russe, c'est pas ce qu'on avait dit. et là, vous avez l'excellent ministre des Affaires étrangères indien, Suranam, je ne sais pas comment il s'appelle, qui dit attendez, vous continuez bien à acheter le gaz russe, pourquoi est-ce que nous n'achèterions pas le pétrole russe? Et mieux que ça, vous avez l'Arabie Saoudite qui nous vend son diesel cher, qu'elle produit elle, donc elle n'en fera pas les sanctions, elle nous vend son diesel. Et elle importe du diesel, elle consomme du diesel russe chez elle. Donc en fait, si vous voulez, s'imaginer que vous pouvez sanctionner la Russie est dans le top 3 des producteurs de pétrole, sachant que dans le top 3, il y a les États-Unis qui n'en exportent pas. Ils en importent même un peu. Donc il est dans le top 2, avec l'Arabie Saoudite, ce sont les plus grands exportateurs de pétrole. Et en plus, maintenant, ils sont copains comme cochons pour diminuer la production, pour maintenir les prix. Donc s'imaginez que vous allez pouvoir sanctionner le deuxième producteur de pétrole, il faut quand même avoir atteint un niveau de méconnaissance. Et en fait, c'est un côté provincial, c'est-à-dire que malheureusement, nos élites occidentales vivent dans une bulle, encore on est toujours dans la dissonance cognitive, parce que effectivement, si on avait mis des sanctions contre la Russie comme celle-là, il y a 20 ans, ça aurait porté. L'économie chinoise n'était pas consommatrice d'énergie comme elle l'est maintenant, l'économie indienne non plus, mais aujourd'hui les choses ont changé et personne ne voit rien arriver. Et personne n'a vu arriver en fait ce changement fondamental économique. Et je vais conclure là-dessus pour laisser un peu de temps aux questions. Autant on s'est planté largement, l'Occident collectif, comme disent les Russes, s'est planté sur le domaine militaire, sur le domaine militaire industriel, mais là où ils se sont plus plantés, et là où c'est le moins excusable, parce qu'à la limite, que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron n'y connaissent rien en armement et en armée, mais c'est dans le domaine économique.
Et c'est là, et leur défaite, c'est ce que dit d'ailleurs le général de Lavarde, c'est-à-dire que leur défaite viendra avant tout d'une défaite économique massive, parce qu'ils ont ignoré que le monde a profondément changé, qu'il y a des puissances économiques, des puissances industrielles qui nous dépassent aujourd'hui, qui sont en Asie, et notamment, principalement, et que eh bien, ce monde a changé, et ça va nous emporter. Voilà. Merci à vous. Bonsoir, Xavier Moreau. Une question. Alors, on n'a pas parlé du conflit. Je ne vais pas vraiment ramener le sujet parce que c'est un sujet délicat. On n'a pas beaucoup de recul. Le conflit entre Israël et le Hamas, la zone palestinienne. Par contre, je vois déjà des tensions ou des différences de réponse au niveau des BRICS. Quel est votre sentiment, quelle est votre analyse sur l'impact que peut avoir le conflit sur la géopolitique et l'alignement géopolitique des BRICS? Alors il faut d'abord déjà comprendre que les BRICS, c'est un espace de prospérité économique commun. C'est pas une structure politique. Par exemple, si vous voyez les BRICS aujourd'hui, maintenant que Lula est revenu au pouvoir, vous avez deux pays, on va dire, qui sont marqués plutôt à gauche, limite tiers-mondiste, c'est-à-dire le Brésil avec Lula, et l'Afrique du Sud. Vous avez la Russie qui est plutôt un pays conservateur, je dirais pareil pour l'Inde, et même pareil pour la Chine quand on voit les positions qui ont été prises. Pour moi, la grande nouveauté sur le conflit israélo-palestinien, c'est la Chine. C'est la première fois que la Chine s'engage aussi, je dirais, radicalement, en appelant l'application en fait, de ce qui avait été décidé en 1947, c'est-à-dire 2 États, un palestinien, un israélien. C'est la première fois. Et il faut voir ça c'est quelque chose de nouveau, c'est de la puissance diplomatique de la Chine. La Chine a réussi à faire se réconcilier l'Arabie Saoudite et l'Iran, et également finalement mettre en tout cas un terme, en tout cas au moins temporaire, au conflit au Yémen. Ça je pense que il y a un âge chinois qui est en train d'apparaître parce que la Chine a une approche purement économique des problèmes internationaux. Le projet donc, qui a donné lieu à une grande réunion, vous avez peut-être suivi ces derniers jours, donc One Road, One Belt, une route, une ceinture, c'est-à-dire les nouvelles routes de la soie, n'est pas un projet ni diplomatique ni militaire. C'est un projet économique. La Chine veut avoir des routes tranquilles pour vendre sa camelote. Je caricature un peu, mais de ce maintenant, surtout qu'il n'y a plus que il y a des produits de tout à fait de haute valeur ajoutée, notamment les semi-conducteurs. Donc la Chine développe ses routes comme elle a toujours fait. C'est un projet. J'ai interviewé Wang Wen, qui est un géopoliticien chinois très connu. Vous trouverez sur la chaîne Échiquier Mondial, donc qui est une chaîne reliée à Russia Today. Donc l'interview de Wang Wen, c'est ce qu'il dit. Nous, c'est notre projet depuis 3000 ans. On continue. Les Américains s'agitent autour. Bon, de toute manière, dans 3000 ans, on continuera à le faire. Donc, et ça, finalement, c'est peut-être le modèle diplomatique de maintenant. C'est un peu aussi, donc après, notamment le forum économique de l'extrême-orient russe et le forum de Valdai auquel j'ai participé, j'ai pris beaucoup d'interviews. C'est une approche un peu asiatique, c'est-à-dire se tenir, c'est-à-dire pas d'hystérie dans la réaction aux problèmes internationaux et chercher le compromis. Et par exemple, j'ai interviewé un Pakistanais, j'ai interviewé un Vietnamien, moi je les poussais un peu à l'occidental. Bon alors, les Vietnamiens, j'ai dit, bon alors la Chine... Oh, ça va, on va trouver une solution, on va trouver un compromis, on est des partenaires économiques. Ils sont tous, en fait, vous voyez, il y a Washington qui essaie de motiver la Corée du Sud contre la Chine, le Japon contre la Chine, le Vietnam contre la Chine. Mais finalement, vous regardez les échanges internationaux, la Chine est toujours en tête, partout. Et finalement, aucun des pays d'Asie n'a envie de remettre ça en compte, même si, bon bah oui, il y a des îles, Paracel, en mer de Chine, il y a des contestations. C'est pas quelque chose qui va déclencher une guerre. Même Taïwan, pour Deng Xiaoping que j'ai cité, le plan de réintégration de Taïwan, c'était 2049. Donc je ne suis pas persuadé que les Chinois vont se précipiter sur Taïwan pour les intégrer. Ils sont dans le très très long terme. Donc, encore une fois, ça c'est quand même, mais cela dit, c'est quand même une nouveauté pour la Chine, c'est d'intervenir aussi clairement et un peu sur une ligne russe, parce que les Russes ont dit la même chose.
Les Russes n'ont pas pris parti, ils n'ont pas déclaré que le Hezbollah et le Hamas étaient un parti terroriste. Ils ont condamné les actes terroristes, quels qu'ils soient, encore une fois, commis contre des civils, mais ils ont dit on est prêt à être médiateur. Et le fait est que ça a été même reconnu par la presse américaine, c'est que Poutine peut parler à la direction palestinienne, à la Syrie forcément, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite et à Israël. Ils sont entretenus avec Netanyahou. Donc s'il y a bien un pays qui peut faire intermédiaire, aujourd'hui c'est la Russie ou la Chine. Et je pense que c'est un peu cette approche qui prime. Et de toute manière, encore une fois, les BRICS c'est un espace de développement économique commun. C'est pas avec en perspective une banque des BRICS, une monnaie commune peut-être un jour, mais c'est pas une structure politique qui va décider de mettre des sanctions ou de faire la guerre contre l'un ou l'autre. En fait, on est dans une vision purement occidentale, je pense. C'est des constatations que j'ai faites ces derniers mois, en fait, au fur et à mesure que je rencontrais des représentants des pays asiatiques. Je disais, mais en fait, on cherche une bonne paix, un peu comme on cherchait sous l'Ancien Régime. Vous avez les gens qui me disaient les droits de pêche au large de Terre-Neuve, c'est le traité d'Utrecht en 1713. À l'époque, on faisait des traités qui tenaient un peu plus de 15 ans, vous voyez. Et en fait, c'est un peu la vision maintenant qu'ont les Asiatiques. Et pour moi, c'est peut-être le nouveau mode de développement des relations internationales. Et en tout cas, du point de vue si la paix est le souverain bien, je pense que c'est peut-être c'est mieux que ce qu'on fait nous, en tout cas, je veux dire nous occidentaux. J'en ai deux. La première, c'est sûr, parce qu'on n'a pas parlé, c'est l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc, savoir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui est dit en Russie, parce qu'en France, on n'en parle pas. Et ce que la Russie bougerait dans le cadre de si l'Azerbaïdjan faudrait faire un corridor. Et la deuxième, c'est sur la Géorgie, où on sait qu'il y a des rapprochements avec l'Europe et qui voudrait peut-être intégrer dans l'Europe. Est-ce que la Russie, sa position par rapport à ça? Alors, par rapport à l'Arménie, en fait, il y a deux problèmes. Il y a le Nagorno-Karabakh. Donc, le Nagorno-Karabakh n'a jamais été reconnu par l'Arménie. Et donc, du point de vue du droit international, le Nagorno-Karabakh, y compris du point de vue de l'Arménie, appartient à l'Azerbaïdjan. Et c'est là-dessus qu'ont joué les Azéris. Les Russes, en 2020, ont déployé une force de maintien de la paix, mais ce n'est pas une force de combat. Il y a 2000 hommes. Et en plus, en ce moment, ils ont d'autres chats fouettés que de faire la guerre à l'Azerbaïdjan. En plus, il y a le développement d'un axe Volga-Caspienne, nord-sud, dont l'Azerbaïdjan fera partie. Donc les Russes n'ont pas envie de se mettre à dos l'Azerbaïdjan, d'autant plus que l'Arménie, encore une fois, et ce n'est pas la faute seulement de Pachinian, hein, c'est la faute de toutes les élites arméniennes. Je pense que j'en parlais avec un de mes amis arméniens il y a 10 jours. Lui pense que c'est la corruption. Les élites arméniennes ont été corrompues, ils sont tous des maisons en Espagne, pour ne pas reconnaître au moins après la guerre, en fait, je crois que la guerre s'est finie en 1994, donc là l'Arménie l'avait gagnée et avait contrôlé 7 régions. Et donc vous aviez 2 régions, c'était le Nagorno-Karabakh, et 5 autres régions qui permettaient le lien vers le Nagorno-Karabakh. Et ce qu'avait proposé Vladimir Poutine, c'était négocier avec les Azéris, redonner-leur les 5 régions, et puis garder les 2 régions. Et ça, c'était possible à l'époque où l'Arménie était la plus forte. Mais le problème, c'est que l'Arménie ne fait pas d'enfants, les gens émigrent d'Arménie, son économie est très faible, alors que l'Azerbaïdjan, il y a du gaz, du pétrole, etc. Il y a un allié puissant, les Turcs, alors que l'Arménie a toujours fait le grand écart entre les pays occidentaux et la Russie. Et donc, ce qui fait que, évidemment, comme il s'appelle, Aliyev, le président azéri, n'a pas raté l'occasion. Pachinian a invité les Américains à faire des manœuvres militaires communes. Il en a profité pour faire son opération. Et de toute manière, je pense que Pachinian était au courant et avait validé. Voilà. Mais cela dit, d'ailleurs, c'était intéressant, c'est que la patronne de Russia Today, donc Margarita Simonian, qui, comme son nom l'indique, est arménienne, a interrogé là-dessus Vladimir Poutine au club Valdai. Et Poutine, et donc en incriminant Pachinian, et Poutine a dit non, Pachinian, en 2020, il voulait essayer de faire quelque chose. Mais simplement, si vous voulez, qu'a fait la Russie avec l'Ukraine? Elle a opposé au principe d'intangibilité des frontières le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ça, c'est deux principes qui s'opposent en principe. Mais donc elle a fait ça comment? Elle a fait des référendums. Les référendums ont donné en Crimée et partout ailleurs
peu importe qu'ils étaient truqués ou pas. Moi j'étais observateur, je peux vous dire que les gens allaient voter avec enthousiasme pour être attachés à la Russie, en tout cas dans la région de Donetsk où j'étais. Mais c'est même pas la question. Ils ont pu opposer au principe de l'intangibilité des frontières le principe des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et l'Arménie aurait pu faire ça en reconnaissant le Nagorno-Karabakh. Mais la seule entité qui a reconnu le Nagorno-Karabakh comme indépendant, c'est le Sénat français. Et c'est un peu léger. Voilà. Donc, alors que les Arméniens eux-mêmes ne l'ont pas reconnu. Donc voilà, vous ne faites pas d'enfants, vous avez une économie faible, votre jeunesse part nourrir les diasporas partout dans le monde. À un moment, il ne reste plus rien, et voilà, c'est terrible. Hein, encore une fois, moi, j'essaie d'apporter une vision rationnelle du problème. Alors, en revanche, ce que vous disiez, vous avez raison, l'autre problème est un peu intense, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan, donc pour ceux qui ne savent pas, donc il y a un territoire, on va dire le territoire principal azerbaïdjanais est là, l'Arménie est là, et là vous avez une enclave. Bon. Et les Azéris veulent un couloir pour rejoindre leur enclave. Mais obtenir ce couloir par la force, ça suppose qu'ils rentrent sur le territoire internationalement reconnu de l'Arménie. Donc c'est pas du tout la même chose. Et notamment, l'Arménie est rentrée dans l'Organisation de sécurité collective, donc qui rassemble les anciens pays de l'ex-URSS, l'ODKB en russe. Et donc avec ce territoire-là, donc là ça mettrait l'ODKB et la Russie face à un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou pas? Et du point de vue du droit international, là, c'est l'Arménie qui a raison à 100%. Et en plus, l'Iran, qui est à la frontière au sud, n'a pas envie de voir arriver l'Azerbaïdjan allié des Turcs avec de couper sa frontière avec l'Arménie, frontière par laquelle passent beaucoup de choses. Vous savez ce que je veux dire. Donc, pour l'instant, je pense pas que ce soit... Aliyev a marqué un gros coup, il est très populaire, les Turcs sont contents, tout le monde est content. Ce serait un peu gâcher la fête que d'aller jusque-là, d'autant plus que la Russie ne sera pas toujours bloquée en Ukraine. Et l'armée russe qui sortira de la guerre en Ukraine est déjà la plus puissante au monde. Et elle pourrait faire qu'une bouchée de l'Azerbaïdjan si l'Azerbaïdjan commençait à faire trop le malin. Donc je pense qu'on va plutôt aller vers une stabilité. Après, peut-être que l'Arménie va trouver un consensus avec l'Azerbaïdjan, on ne peut pas exclure. En tout cas, pour l'instant, on en est là. Je réponds à la deuxième question. Sur la Géorgie, le problème pour rentrer dans un traité international, vous rentrez avec des frontières. Aujourd'hui, les frontières officielles de la Géorgie, reconnues par Tbilissi, elles intègrent l'Abkhazie et l'Ossétie, donc qui sont devenus, dont l'indépendance a été reconnue par la Russie en 2008, et où il y a des bases russes. Donc, avec quel territoire Tbilissi rentrerait dans l'Union européenne, l'OTAN, ou etc. Ça ne peut pas être l'OTAN parce que, dans ce cas, avec l'article 5, Tbilissi peut immédiatement demander l'aide militaire pour reconquérir ces territoires. Et personne aujourd'hui n'a envie de faire la guerre avec la Russie. On l'a bien vu en Ukraine. Donc, je pense qu'on va plutôt aller vers un statu quo. Et en plus, les élites actuelles à la tête de la Géorgie comprennent bien que l'aventure de 2008 a été une idiotie profonde. Et que leur premier partenaire économique, je crois que c'est la Russie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu des négociations, on a demandé les 3 tuyaux de Nord Stream qui ont été sautés. Il veut aussi sortir de l'Union européenne, je crois quasiment, avoir une relation privilégiée avec la Russie, etc., etc. Donc à mon avis, et même la gauche allemande, alors même si elle est moins importante que la Die Linke de l'excellente Sarah Wagenknecht, qui n'a pas d'équivalent en France malheureusement, elle aussi, et j'ai rencontré aussi les gens de Die Linke, d'ailleurs c'était marrant, je voyais l'Alternative für Deutschland et Die Linke qui étaient ensemble, qui discutaient et qui étaient sur une position souverainiste commune. Et malheureusement, j'observe pas ça en France. Dans des partis représentés au Parlement, vous avez François Asselineau, Florian Philippot qui font d'excellent travail, mais bon, ils ne représentent rien, malheureusement. Faut parler franchement, pour l'instant en tout cas. Mais en Allemagne, il se passe quelque chose. Et honnêtement, je vois plus une chance, on va voir ce que vont donner, encore une fois, les Européennes. En revanche, ce qui est clair, c'est que la victoire russe contre l'OTAN peut avoir des conséquences extrêmement importantes pour nous. Pourquoi? Parce que l'OTAN est une mauvaise alliance militaire. Ça, pour avoir été officier indirectement de l'OTAN, parce que j'étais officier français, j'ai pu le constater, surtout en comparant les complexes militaro-industriels d'un pays et de l'autre. Et en revanche, c'était une excellente alliance politique, c'est-à-dire que si vous êtes une alliance militaire, vous voulez unir des forces.
À quoi sert l'alliance militaire avec des pays aussi insignifiants que les pays baltes? Où d'ailleurs la jeunesse est partie, il n'y a plus que des vieux et des enfants. Dès que les enfants ont 18 ans, ils partent faire leurs études et travailler ailleurs. Les Russes pourront bientôt reprendre les pays baltes juste en faisant une promenade de santé, ça continue comme ça. Et donc l'OTAN est avant tout une alliance politique. Mais malgré tout, elle est construite sur un paradigme militaire. Et si jamais ces 32 pays se prennent une raclée, ils vont se prendre une raclée en Ukraine, ça peut remettre en cause l'OTAN. Il y aura un moyen de remettre en cause, j'espère qu'on trouvera des politiques, pour l'instant en France je ne les vois pas, je vous dis honnêtement, pour remettre en cause l'OTAN en disant, mais attendez, à quoi ça sert? On était 32, bon, on peut retirer la Hongrie, on était 32 en 31 contre la Russie qui était toute seule, et on s'est pris une tannée, et en plus on a utilisé les seuls soldats en Europe, peut-être les Polonais aussi seraient capables de, mais ils ne sont pas assez nombreux, capables de se battre contre la Russie. Donc j'espère que la défaite de l'OTAN sera suivie par une réaction en Allemagne, en France, en Italie, en disant mais à quoi nous sert ce truc? Qui nous menace? Et surtout que la Russie, une fois qu'ils auront libéré les peuples russes et russophones d'Ukraine, ils s'arrêteront là, ils ne vont pas aller nous remplacer pour payer les fonds structurels à la Pologne, aux pays baltes, ils ont autre chose à faire de leur argent. Donc ils auront toute une partie de l'Ukraine à reconstruire. Donc j'espère que la défaite militaire de l'OTAN aura des conséquences politiques. Comment ça peut se matérialiser? Pour l'instant, en France, je ne vois pas. Je vous dis, en Allemagne, oui, l'Alternative für Deutschland et Die Linke, c'est quelque chose qui reste à observer. Bon. On va s'arrêter là. Juste un